Après l'e-commerce, voici venu le temps du M-commerce, avec un M comme mobile. Selon Precetta, les ventes via les terminaux mobiles devraient peser 5 milliards d'euros en 2015, soit près de 2 fois plus qu'en 2013. Alors pour les entreprises, comment profiter de ce canal de distribution? Comment s'immiscer dans l'intimité du smartphone ou de la tablette du consommateur? Eh bien, pour évoquer ces questions, je reçois Jean-Éric Pellet, spécialiste des problématiques liées à l'expérience de l'utilisateur en ligne. Bonjour Jean-Éric Pellet. Bonjour. Alors vous êtes enseignant-chercheur dans plusieurs universités et écoles de France et vous publiez aux éditions Pearson le M-commerce, du design d'interface à l'optimisation des ventes, une sorte de guide pratique pour quiconque voudrait se lancer. Alors première question, nous sommes aujourd'hui à l'ère du cross-canal dans les parcours d'achat, encore plus qu'à l'ère du multicanal qui semble un petit peu en retrait maintenant. Alors dans ce contexte, quels sont le rôle et la valeur ajoutée du mobile dans ces dispositifs? Le mobile, on peut déjà établir qu'il comporte à la fois la tablette et le smartphone. On les a en permanence avec nous, c'est devenu quasiment des prothèses. On les a au bout de nos mains, ils répondent à tout moment aux questions qu'on peut se poser. Donc forcément, quand il s'agit de trouver une réponse à une question ou bien de faire un choix sur un produit donné, il est plus aisé d'avoir l'information dans la poche grâce à ces outils. Vous avez besoin par exemple de connaître un producteur récoltant sur un vin, vous êtes dans une grande surface, vous pouvez soit scanner un QR code, soit accéder directement au site web du producteur pour connaître avec quel plat accommoder ce vin. Vous avez un petit problème, vous devez changer votre pneu de voiture, il est plus simple d'utiliser une application et d'être tout près de votre voiture pour noter les références, plutôt que d'aller en notant ces références sur un papier, ensuite sur un site web et risquer de faire une erreur. On a de plus en plus d'usages possibles grâce à ce téléphone, grâce à ce smartphone, ce téléphone intelligent. Et c'est pour ça que je pense que le M-commerce apporte une valeur ajoutée. C'est un rôle de facilitateur en fait. Un facilitateur, quelque chose qui va vous permettre, dans votre journée, d'arriver plus facilement à répondre aux petits problèmes du quotidien. Alors autre interrogation, est-ce plutôt le consommateur ou l'entreprise qui impulse le changement et crée les nouveaux usages du M-commerce? Les deux. Le consommateur se crée des besoins, se rend compte en allant sur certaines applications qui profitent de certains services de ces applications en question, et à partir de là, fait remonter l'information, souvent sous la forme de commentaires, grâce aux sites qu'on appelle des UGC, User Generated Content, c'est-à-dire des sites dont le contenu est mis en place par l'utilisateur. Je pense à TripAdvisor, je pense à des sites comme Amazon, où on laisse la place de plus en plus à l'utilisateur de donner des conseils ou de donner des étonnements, en montrant qu'il est plus ou moins satisfait d'un service ou d'un produit. À partir de là, les entreprises utilisent ces commentaires en faisant des analyses de contenu et comprennent quels usages, quels services ils peuvent apporter à leur propre application sur la base de ces commentaires. Alors pour une entreprise qui ne se serait pas encore lancée dans le M-commerce, quelles sont les questions à se poser avant de se lancer justement? Déjà, s'interroger sur la cible. La cible, c'est la personne qui va utiliser l'application ou qui va utiliser le site web. Et cette cible, en fonction de son âge, en fonction de ses attentes, va forcément avoir des besoins différents. Donc, essayer de se mettre dans la tête de la personne qui va utiliser le service en question constitue, selon moi, un prérequis. Ensuite, se poser la question de savoir dans quel domaine le mobile commerce va intervenir vis-à-vis de toute une autre communication déjà en place ou vis-à-vis d'autres services qui sont déjà mis en place au niveau de la communication ou au niveau de l'offre sur Internet par l'entreprise. À partir de là, il peut être intéressant de savoir si on mise plus d'argent pour créer une application ou un petit peu moins pour créer un site web de manière à commencer plus gentiment. Et quelles sont les bonnes pratiques une fois qu'on se lance? Les bonnes pratiques, c'est d'essayer de monter en puissance, de monter en température, en suivant de près l'évolution grâce aux analyses, aux statistiques, de suivre l'évolution du panel de consommateurs qui va se rendre sur son application ou sur son site web, de comprendre grâce à des systèmes à nouveau d'analytique comment se déplacent les utilisateurs sur votre site ou sur votre appli, et à partir de là, de voir quelles sont les pages les plus vues, quels sont les liens les plus cliqués, qu'est-ce qui est le plus téléchargé, pour améliorer de mois en mois son offre de service. Alors sur le mobile, quand on surfe sur le mobile, on peut soit passer par des sites mobiles, soit par des applications.
À votre avis, quelle est la meilleure de ces deux options? J'aurais tendance à vous répondre les deux. Les deux. Je vais essayer déjà de définir ce qu'est le site mobile. Le site responsive, ça veut dire un site qui s'adapte automatiquement, quelle que soit la taille de votre écran. Donc vous me posez la question de savoir lequel choisir entre les deux. Je vais déjà parler d'argent en disant que l'application peut coûter jusqu'à 50 000 € et que forcément un entrepreneur ou une PME aura des difficultés à se lancer tout de suite dans la conception d'un tel service. Le site web, en revanche, peut être mis en place pour 2 000 à 3 000 € pour commencer. C'est déjà une somme normale. Une question de coût déjà, oui. Mais il y a aussi un problème qui est lié à l'ergonomie. Un rapport récent, un livre récent du docteur en ergonomie Nielsen montre qu'en fait, pour une marque donnée, si on donne les mêmes consignes à des utilisateurs, il est possible que les utilisateurs préfèrent, par simplicité d'utilisation, l'application au site web. Souvent, le site web va comporter tous les liens possibles et inimaginables du site normal. Or, un ordinateur affiche beaucoup moins d'informations. Par conséquent, il est intéressant, comme sur certaines applis, de ne choisir que les liens, que les boutons permettant d'accéder à certains services. C'est une version épurée du site internet. Tout à fait. Quand vous êtes sur Yahoo et que vous êtes intéressé par les deux services que sont le mail et puis le bloc-notes, pourquoi est-ce que vous auriez des informations comme l'horoscope ou bien des jeux qui arriveraient sur votre écran ? Qui plus est sur un écran de smartphone ou de tablette. Donc à partir de là, on se rend compte que l'avenir des sites web responsive réside dans l'utilisation de feuilles de style, c'est-à-dire ce qui permet l'habillage du site web, mais comportant un nombre de liens diminué. Et donc on va plutôt parler de site web responsive adaptatif aux usages de l'utilisateur. J'ai besoin que de 2 ou 3 liens. À partir de ce moment-là, je sélectionne une feuille de style qui me permet d'afficher 2 ou 3 liens. Autre interrogation, Jean-Éric Pellet, comment faire pour que le consommateur aille vers le site mobile, voire même plus, comment faire pour qu'il télécharge l'application de l'entreprise et ensuite qu'il utilise des services de m-commerce? Ça, c'est une des difficultés auxquelles se sont confrontées beaucoup de marques qui sont intéressées par le référencement. Pour les applications, c'est la même chose, il y a une histoire de référencement, puisqu'on a affaire à 2 stores qui s'appellent l'Apple Store ou qui s'appelle le Google Play. Donc ces 2 stores ont tellement d'applications que pour exister au sein de ces applications, il faut pratiquer un référencement aigu, savoir quels sont les bons mots-clés, sachant que vous êtes restreint sur le Google Store, sachant que vous avez un impératif en termes de capture qui va tout de suite donner une idée de l'application. Vous avez ensuite une courte description qui sera beaucoup lue, puis viendront les marques, pas les marques, les notes données par les utilisateurs qui vont constituer un autre repère important à l'heure où de plus en plus d'internautes font confiance aux autres internautes. On fait de plus en plus confiance aux sites UGC qui donnent des avis. Et ben dans le système des stores, la même chose existe. Par conséquent, pour exister, quand on veut lancer une application sur un store, il est important de miser sur un bon référencement, tout en ayant bien entendu une bonne appli. Et alors comment faire pour que ensuite le consommateur soit fidèle à l'application et qu'il y revienne? J'aurais tendance à dire répondre à ses attentes, ne pas surjouer, ne pas en donner trop, quitte à ce moment-là devenir un petit peu ennuyeux pour le consommateur. Si vous êtes tout le temps dans une perspective d'afficher de la publicité ou d'offrir toujours plus de newsletters ou d'aller faire visiter un site ami, à ce moment-là, vous êtes dans une position où vous allez vous risquer d'ennuyer l'utilisateur. Alors on a bien compris que le m-commerce avait de beaux jours devant lui, mais aujourd'hui, si on prend vraiment une photographie à l'heure actuelle, quels sont les achats privilégiés par les consommateurs sur les applications de m-commerce? Les achats qui sont privilégiés sur les sites. Ce sont les transporteurs qui ont pour l'instant la main, que ce soit pour l'avion, l'aérien ou que ce soit pour le train. Vous avez des applications qui se développent, on le voit par exemple avec l'application de la SNCF, offrant toujours plus de services, permettant ainsi, quand vous avez des cartes, d'enregistrer vos numéros de carte pour faciliter l'achat, ce qui fait qu'à la fin, vous n'avez plus qu'à taper les 3 chiffres qui se trouvent au dos de votre carte pour pouvoir vous acheter un billet en moins de 20 secondes. Donc on en revient au rôle de facilitateur. Tout à fait. Ease of use, c'est la variable facilité d'utilisation numéro 1 que j'aurais tendance à mettre en avant. Après, vous avez la géolocalisation. Si par exemple, vous permettez à quelqu'un de trouver un conducteur, un chauffeur, ce qui se passe avec Uber, ce qui a mis à mal les taxis récemment. Mais toutes les applications, j'aurais tendance à dire, qui vont faciliter les usages des utilisateurs.
on a de plus en plus intérêt à concaténer, à agglomérer des applications les unes entre les autres, de telle sorte que vous n'ayez pas à ouvrir 36 applications pour obtenir un service. Donc l'application qui facilite la vie de l'utilisateur en s'aidant, en créant des partenariats avec d'autres applications est à mon avis une application gagnante. Jean-Éric Pellet, on a bien compris là encore que l'essor du m-commerce était devant nous, mais cela dit, pourrait-on pas toutefois imaginer des freins au m-commerce dans les prochaines années? Des freins, bien sûr, il y aura toujours des freins. Mais aujourd'hui, quand vous donnez votre téléphone à une personne d'un certain âge, vous vous rendez compte des difficultés qu'elle a à tenir le téléphone ou à l'utiliser quand il n'y a pas un code à faire pour pouvoir ouvrir l'écran. Donc j'aurais tendance à dire, alors que le pouvoir d'achat repose principalement dans une période post-crise ou encore de crise sur des personnes au pouvoir d'achat élevé, j'aurais tendance à dire privilégions l'accès à des personnes d'un certain âge. Pensons aussi aux gens qui ont des déficiences, que ce soit des déficiences au niveau de la vue, au niveau des couleurs, pour que quand vous voulez utiliser un site comme Google Maps, une application comme Google Maps en plein soleil, vous ne soyez pas gêné par des problèmes de luminosité pour arriver à lire ce qui s'affiche à l'écran. Donc, à nouveau, on revient sur la facilité de prise en main de l'information grâce à un contraste assez important, grâce à une lecture facilitée, grâce à des sites simples, épurés, mais efficaces. Le m-commerce du design d'interface à l'optimisation des ventes, c'est le titre de votre livre, Jean-Éric Pellet, publié aux éditions Pearson. Merci d'être venu donner les grandes lignes de votre analyse et puis surtout ces grands enjeux du m-commerce sur Xerfi Canal. Merci encore. Merci à vous.